Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast, c'est un peu comme dans ma vie. Je fais les choses au plus simple, sans prise de tête et selon mes propres règles. Je vous parle en suivant mon humeur du moment, ma motivation, mais surtout mon instinct, pour vous donner votre dose d'inspiration. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue! Bienvenue dans ce nouvel épisode sur la sexualité après 50 ans. Je serai avec mon invité Claude Parizeau. Mais avant tout, je voulais m'excuser parce que le son est différent de d'habitude. Et pourquoi ? Parce que je pensais que mon micro était connecté. Eh bien non. L'enregistrement s'est fait via mes AirPods, donc le son n'est pas de la même qualité que là ce que vous êtes en train d'écouter ou ce que vous avez l'habitude d'entendre. Donc je m'excuse, mais je laisse place à l'épisode qui n'en reste pas moins très passionnant et enrichissant. À tout bientôt. Dans le domaine de la sexualité, les médias et les films ont tendance à invisibiliser la sexualité des personnes de plus de 50 ans. La sexualité senior, comme on appelle. On essaye de nous faire croire que la sexualité a une date de péremption, et pourtant, il n'en est rien. Cet épisode est dédié à la sexualité après 50 ans. Claude Parizeau me rejoint au micro. Claude est thérapeute de couple imago, superviseur, formateur, animateur de stage et formé à la sexothérapie. Après un accident de vie, Claude a changé de carrière pour se former à différents métiers de relations d'aide à 35 ans. Sa vie a complètement changé lors de son premier stage de couple imago en 2006. Claude, bienvenue sur le podcast. Merci Camille, bonjour. Ça fait vraiment plaisir de se revoir parce que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était au Canada, à Montréal. Oui, Donc, et je me souviens que tu m'avais tendu un livre sur justement la thérapie imago. Donc, on va expliquer un petit peu ce que c'est. Mais avant ça, quand on a échangé justement sur ta venue sur l'épisode, tu m'as dit que tu avais envie de parler de la sexualité après 50 ans. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce sujet t'intéresse? avant tout, il m'intéresse, je pense, parce que j'ai 56 ans et que, voilà, même si j'ai une énergie de 40 ans, j'ai quand même 56 ans. Et puis, je vois bien que ma sexualité, elle évolué, et je dirais qu'elle évolue pour moi dans le positif, naturellement. Alors, est-ce que c'est naturel? Non, c'est pas naturellement, parce que la plupart des hommes, justement, ont des difficultés. Quand je discute avec eux dans les groupes d'hommes ou bien même avec des couples. Moi, je pense que le parcours en tantra m'a beaucoup aidé de connaître une autre forme de sexualité, m'a préparé justement à vivre cette sexualité qui s'est imposée naturellement, mais en fait qui est aussi en lien avec tout le parcours que j'ai fait sur mieux me connaître, mieux ressentir dans mon corps, parce que moi je me suis coupé de mon corps à l'âge de 2 ans lors d'abus sexuels et après aussi. Donc tout mon chemin en thérapie, mes nombreuses années de thérapie ont été vraiment là-dessus sur me reconnecter à mon corps, me reconnecter à mes sensations. Et la sexualité, c'est un beau terrain de jeu pour ça. C'est vraiment, on peut dire, Mm. c'est le terrain de jeu des adultes. Hein, et vraiment, c'est un terrain pour moi d'exploration aussi, de ressenti. Donc j'ai appris, j'ai fait des formations de relaxologue juste après mes métiers de prof d'éducation physique. Et déjà, la relaxation m'a appris à ralentir. Et de ralentir, pour moi, ralentir, c'est apprendre à sentir. Au couple, je leur dis, quand on court partout, on ne peut pas se sentir. On ne peut pas sentir sa vie, pour moi, on ne peut pas sentir ses besoins, ses envies, et encore moins dans la sexualité. Donc, ralentir. Et comme à 55 ans, bah, notre corps, bah, voilà, on est moins dans la performance, forcément, on est moins efficace. Je sais pas, par exemple, nos érections. En même temps, quand je dis efficace, la sexualité n'a rien à voir avec l'efficacité. Hein. Je parlais dans un domaine plus général, mais je parle de, voilà, dans la sexualité, le fait d'avoir, j'ai découvert, moi, plutôt vers 53, 54 ans, j'ai commencé à avoir pas des pannes, mais voilà, des érections. J'ai pu voir que c'était pas quand je voulais, tout le temps. En tout cas, moi qui n'avais jamais eu aucune panne, je me suis dit, ah, bah oui, je me sens bien, mais quand même, la sexualité, elle change. Et bah, ça invite à aller plus, voilà, à explorer d'autres Mm. endroits. Ouais. Oui, pour ça, c'est super, super enrichissant finalement, cette richesse, parce que ça apporte en fait, c'est être flexible vis-à-vis de ce corps qui change ou des aléas de la vie. Et je trouve que
ce pan en ce moment où on repense la pénétration, et on en discutait dans un épisode avec Martin Page, où en fait vraiment, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi en séance, et puis j'imagine aussi dans tes stages, mais que les gens puissent dézoomer un petit peu cette notion de pénétration pour pouvoir explorer aussi autre chose, pour pouvoir aussi être plus présents dans ce qu'ils ont envie, et pas seulement être dans de la performativité, comme tu disais, ou dans un script défini où une relation sexuelle doit passer par de la pénétration. Ça permet aux personnes, en fait, finalement, de repenser ça et, comme tu disais, de se remettre finalement, de se reconnecter à leur corps, à leurs envies. Tu parlais aussi de cet abus sexuel que tu as vécu enfant, et tu le racontes d'ailleurs dans ton livre aussi, qui est sorti là en 2022, qui s'appelle Réenchanter son couple grâce à la méthode Imago. Et tu racontes tout ce processus, et de manière très honnête, authentique, vulnérable, parce que c'est pas souvent non plus qu'on entend des hommes dire bah oui, j'ai des pannes, je repense ma sexualité. Donc pour ça, déjà, merci d'être présent aujourd'hui. Et donc, tu expliques tout ton cheminement dans ce livre-là, et tu parles de la thérapie, de la méthode Imago. Qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas? La méthode Imago, c'est vrai que je l'ai découverte en 2006. Vraiment, je m'y attendais pas. C'était ma compagne alors qui m'avait tiré de force dans un stage. On dit souvent les hommes, hein, c'est souvent les hommes comme qu'on tire dans les stages développement personnel ou même. Et donc là, j'ai découvert cette méthode avec Eddie et Yumi Schleifer, qui sont des Américains qui parlent français. Et ça a été une révélation, ce stage. J'ai traîné les pieds pour y aller, mais je suis ressorti de là. Mais vraiment, j'ai eu des frissons pendant ce stage-là, parce que c'est la première fois que je me suis senti en sécurité, assez en sécurité en tout cas pour oser me dire, et c'est le chemin que j'ai fait, que dans le livre, c'est vrai que pour moi, je ne peux pas être autrement. Et j'invite les couples aussi à être complètement authentiques, parce que c'est ça qui est essentiel pour moi dans une relation, c'est d'être qui on est. On veut être aimé pour qui on est, mais souvent, on n'ose pas dire certaines choses de nous, donc c'est complètement antinomique, ça n'a pas de sens pour moi. Donc c'est cette méthode qui m'a permis de me sentir en sécurité. C'est une méthode qui permet vraiment de parler de face à face, de cœur à cœur. On parle pas avec la tête, on descend dans le cœur, on va parler la même langue. Le rationnel va faire descendre son énergie dans son cœur, et l'émotionnel va faire remonter l'énergie dans son cœur. C'est vraiment pour équilibrer, se parler au même niveau, au même endroit. Et ça a été une révélation pour moi de waouh, je me sens comme s'il y avait quelque chose où je pouvais me dire, je sais que je vais pas être interrompu, je vais être écouté, entendu, validé, et je vais ressentir l'empathie de l'autre. C'est ça que j'ai appris. Puis moi, j'ai appris aussi l'empathie. Parce que moi, j'étais tellement clivé que quand j'étais déclenché, je n'avais aucune empathie. J'étais tellement fermé que l'autre pouvait crever sur place dans des moments où j'étais pas bien. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a permis vraiment plutôt que d'attaquer, d'aller dans ma vulnérabilité. Cette méthode, elle permet ça. Elle travaille vraiment, c'est vraiment, nous, on est des facilitateurs de processus. Hein. Moi, je préfère dire plutôt facilitateur que thérapeute, parce que le mot thérapie fait peur aux hommes, alors que on n'est pas, on est bien sûr, c'est thérapeutique, mais on est là pour accompagner vraiment les couples sur une meilleure entente, une meilleure communication, et pas que. Mais c'est ça, c'est une méthode qui est tellement profonde, humaine. Je ne sais pas comment expliquer, ça touche les tripes. À chaque fois qu'il y a une séance, les couples peuvent arriver complètement fermés, déclenchés. Au bout d'une heure, ils repartent complètement différents. Les séances durent 2 heures, mais le dialogue, il a duré 1 heure. Au bout d'une heure de dialogue, s'ils sont sur le petit pont, on crée un petit pont de communication, ils ressortent systématiquement en connexion. C'est ça qui est incroyable pour moi. Et c'est ça, ça m'a traversé. T'as transformé, quoi. Et c'est ce que tu racontes aussi dans le livre. Effectivement, tu fais un peu le avant-après, comment les couples se sentent à la suite de ce dialogue, où c'est tout un protocole, comme tu disais, où pour la première fois, tu as pu communiquer sans être interrompu, parce que dans ce protocole-là, on n'interrompt pas l'autre. Il y a toute une grille, en fait, de communication. Donc, j'invite vraiment les personnes à se procurer ton livre ou à se renseigner là-dessus. Et je me dis, dans ce protocole-là, c'est vrai que ça me semble difficile pour la majorité des couples de le faire eux-mêmes. Donc là, j'imagine que ça facilite du coup, comme tu disais, dans les séances en couple ou dans les stages. Et j'imagine qu'il faut aussi des séances de pratique avant que le couple puisse s'approprier ces outils, non? Oui, c'est vrai que des couples qui ont juste des défis de communication, en regardant des vidéos ou bien en regardant, on peut se débrouiller avec le livre.
Et parce que les exercices, je les ai détaillés d'une façon à ce que les couples ne puissent pas se tromper. J'ai voulu vraiment Oui, faire c'est vrai. un livre très pratique parce que je me rendais compte que les couples ne faisaient pas les dialogues après le travail et que c'est indispensable de faire un dialogue par semaine si on veut rester connecté de cœur à cœur. Le couple, c'est pas on s'aime et puis voilà, si on s'aime et si on s'aime pas, ben on arrête. Non, ça n'a Mhm. rien à voir. C'est un travail. Alors, j'aime pas le mot travail. C'est quand même un effort. Voilà, c'est on œuvre et on se met au voilà, on y va quand on fait des choses ensemble et on dialogue. En tout cas, les dialogues Imago sont faits pour rester connectés. Donc, en lisant le livre, il y a des couples qui arrivent. Il y en a qui m'ont dit, Claude, ça a sauvé mon couple. Vraiment, c'est le fait de lire le livre. Puis à un moment donné, bien sûr, c'est pas suffisant pour les couples qui ont des gros défis ou qui ont entassé pendant 20 ans tellement de choses que ils ont accumulé tellement de colère, par exemple, que là, ils ont besoin d'avoir un professionnel pour les aider. Mais voilà, le livre plus un stage, des fois, ça suffit. Et Mhm. certaines personnes n'ont pas besoin de venir en thérapie. Un stage, par exemple, c'est peut-être aussi très complémentaire du livre. Le stage de 4 jours, on y a tous les outils et on leur donne tout. Génial. Et donc tous les outils, donc en 4 jours, j'imagine qu'il y a voilà, des heures de pratique vis-à-vis de cette méthode, de comprendre le protocole, de comprendre. En fait, c'est aussi basé sur la communication non violente Oui, aussi. oui, oui, c'est très basé. C'est apprendre à parler de soi, pas à parler de l'autre, à prendre 100% responsabilité de ce qu'on vit. Parce que c'est Mm. important, l'autre, c'est pas de sa faute, notre réaction, c'est nous, on en est responsable. Si on se met en victime, il n'y a rien qui sortira. Et aussi aller vers zéro négativité, c'est-à-dire apprendre que l'autre, il appuie sur un bouton, il est responsable à 10-20% de notre souffrance, mais que notre souffrance, la plus grosse partie, elle est liée à notre histoire. Pareil pour les choses qu'on aime chez le partenaire, tout ce qu'on aime, c'est lié à notre histoire. Ça réveille des choses positives qu'on a vécues aussi enfant. Tout vient de Oui. l'enfance, c'est vrai. Ça peut réveiller, comme tu disais, des blessures. Et j'ai bien aimé ce passage aussi, comme tu disais, 90%, ça vient de nous, mais 10%, voilà, 10% peuvent venir de ce que voilà, la partenaire déclenche. Mais en fait, le reste, voilà, on est responsable de ce qu'on ressent, des émotions qui émergent, on vient tous avec des bagages. C'est ça. Et puis dès qu'on on va parler de l'autre, dès qu'on critique, c'est juste une émotion qu'on n'a pas exprimée. La critique, c'est comme si on se critiquait soi, donc on va nulle part. Aucun couple va. Il y en a qui disent on aime bien les Français, des fois au Québec, ils disent ouais, hein, toi, on s'est vu là-bas, donc tu sais de quoi je parle. Ils aiment pas le conflit et ils aiment aussi ce côté chez les Français, ils aiment pas le côté toujours vouloir critiquer. Mais ils se rendent pas compte que eux aussi critiquent. Sauf qu'ils le disent pas et que ça passe par la bande. On le fait tous. Sauf que c'est apprendre à prendre responsabilité de ce qu'on vit. Si on le fait pas, si on n'apprend pas à exprimer nos envies, nos besoins, nos émotions, bah, tout ce qui n'a pas été exprimé va se transformer en critique. Et on apprend aussi dans l'Imago, dans une structure, on va dire, ce qui différencie de la CNV, c'est qu'il y a une structure qui va permettre une plus grande sécurité, en tout cas pour les couples. Autant je me suis formé aussi à la CNV avec Gina là au La Québec. communication non violente. Ben oui, à la communication non violente, et j'adore. Hein. Mais pour les couples, et je trouve que ce que ça amène pour les couples, moi, en tout cas, ce que je trouve ce qui me convient le plus dans l'Imago, c'est la structure qui va permettre de ne pas déraper. Et c'est facile, c'est-à-dire dès la fin de la première séance, les couples peuvent se débrouiller. Tandis qu'avec la CNV, il y a tout un processus à apprendre qui est beaucoup plus long. Intéressant. Donc après une séance de 2 heures, hein, c'est ça que tu disais? De 2 heures d'imago, les couples peuvent déjà avoir des outils suffisants pour établir, en dehors des séances, un cadre rassurant pour communiquer ensemble. Au moins déjà pour communiquer sur des choses qu'ils apprécient, peut-être pas pour parler des conflits. Il faut attendre 3-4 séances, ou bien au moins 3, au moins qu'on ait appris ce dialogue-là qu'on apprend dès la deuxième séance. Mais Mm. une fois qu'on apprend à parler de comment on parle de ce qui est difficile pour nous, de nos frustrations, après, moi, je les invite tout de suite à faire des dialogues. Parce que c'est ça la clé. Les couples Ouais. qui avancent vite, c'est des couples qui font au moins un dialogue par semaine. Ça, c'est la clé. Voilà la Mm. clé vraiment la plus grande. Sinon, il y a pas de secret. On n'a aucune baguette magique, nous, les thérapeutes. Exactement. Hein, donc, Il faut pratiquer les outils pour vous les intégrer et les incorporer et que ça soit en fait maître de changement. Donc ça, c'est important. Et alors, pour faire le petit pont avec le sujet d'aujourd'hui, est-ce que tu accompagnes du coup aussi en imago bah voilà, des couples, des personnes après 50 ans et qui viennent sur cette thématique de la sexualité? et oui, j'ai envie de dire presque malheureusement, les couples arrivent après 50 ans, la plupart. Il y en a, j'en ai de plus en plus des jeunes, et ça c'est magnifique. C'est aussi des jeunes que j'ai éduqués à des moments
qui me connaissent et puis qui ont lu mon livre à 20 ans, c'est extraordinaire. Pour eux, c'est gagné d'avance. Ils disent, mais ils se rendent pas compte, les autres jeunes, de la chance qu'on a d'avoir ces outils-là maintenant. Mais elle dit, moi, je me sens armé, quoi, vraiment, de tout, équipé, parce que armé, j'aime pas ça. Outillé. J'aime pas ça. Outillé. Mais c'est ça, équipé, outillé, mais pour vraiment traverser les défis, puis mettre de la conscience sur ce qui se passe quand ça se passe pas super bien. Donc les couples arrivent après 50 ans, et c'est vrai que je fais des stages de sexualité pour couple, et parce que c'est là où, pour moi, hein, dans les stages sexualité pour couple, c'est là qu'il y a le plus de guérison. On va dire que je trouve que les plus grandes transformations, elles se font à travers la sexualité. Enfin, j'en parle avec tous les couples, quel que soit l'âge, mais je dis aux couples de plus de 50 ans, il est temps de changer de sexualité. C'est parce que souvent, ils ne font plus l'amour. Les couples qui viennent, en fait, c'est parce qu'ils ne font plus l'amour très, très, très rarement depuis des années même. Ils viennent après des années de disette, on va dire. Et ils se rendent compte que ça ne les rend pas heureux au bout d'un moment. Ils pensent qu'ils peuvent s'en passer pour certains. Puis en fait, non, c'est ce qui rend aussi vivant et voilà, dans la relation. Oui, ou ce sentiment de, bah, en fait, je peux très bien m'en passer, mais des fois, je peux m'en passer parce qu'en fait, ça me fait tellement peur de me confronter justement à ce sujet-là, à changer, parce que le changement fait peur pour beaucoup, que je me dis que finalement, ça me va très bien comme ça. Et tu disais, du coup, c'est le changement arrive aussi, peut-être aussi par l'effet de groupe, peut-être aussi, d'où la puissance des retraites ou des stages où il y a plusieurs couples. Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre de ces stages-là, de quel jour? Et surtout, quand tu dis sexualité du couple, tu entends sexualité du couple hétérosexuel ou ça peut être aussi des couples homosexuels? Oui, oui, c'est pour moi, je parle de tous les gens, hein, vraiment, en plus, au Québec, j'ai appris là-bas où c'est vraiment important de parler. Moi, quand je parle du couple hétérosexuel, parce que c'est 90% de ma clientèle, j'ai aussi des couples homosexuels. Et donc, voilà, moi, je parle des couples, de tous les couples, même si, voilà. Et tu me demandais quoi, donc, par rapport avant ça? La puissance du groupe aussi. Est-ce que tu vois une différence finalement quand c'est bah ouais, le groupe qui se retrouve pendant 4 jours? Est-ce qu'il y a comme ils mettent en pratique, puis en plus il y a peut-être effet miroir, il y a des choses qui se jouent aussi en Voilà, groupe. carrément. Mais là, je sors de 2 stages de couple. 100% des couples déjà sont repartis en lune de miel, et surtout, au début, ils veulent pas parler. Ils me disent, on veut pas manger avec les autres, et puis on veut pas parler devant les autres. Certains, ils m'appellent avant me dire que le stage, ça les convient peut-être pas. Puis c'est tous ces mêmes couples qui se parlent et qui se donnent des adresses, et puis qui veulent qu'on leur donne des adresses, et puis qu'après se donnent des nouvelles, et puis ils s'entretiennent. Moi, je mets en place un parrainage pour que les couples aussi puissent, au bout de 3 semaines, vérifier que les dialogues se font, pour les soutenir dans la démarche, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que le fait d'entendre parler même les autres quand on fait des moments de partage, et de voir que tout le monde a les mêmes problèmes, de voir qu'ils sont pas seuls, ça crée mais une émulsion, et puis surtout de voir l'humanité chez les autres. Dernier stage en Belgique, à Bruxelles, c'était incroyable. Il y avait une personne qui vivait au milieu de la campagne, de la forêt, depuis des années, puis avec sa femme, et très ouvert, hein, ils sont très ouverts à plein de choses, mais il disait, moi, je suis tellement déçu de l'être humain. Et il m'a dit, dans ce stage, vraiment, je suis réconcilié avec la nature humaine. Parce qu'il y avait tout le beau qui sortait de chacun. Puis c'était des couples tous différents. Ils venaient d'horizons tellement différents. Puis au départ, de se rendre compte que tout le monde a un cœur, que derrière les défenses, il y a un cœur, et qu'il y a un cœur qui veut vibrer. C'est vrai que ça reconnecte à la vie, ça reconnecte à la joie. Parce qu'on travaille beaucoup la joie dans ces stages. Et alors, du coup, pour ces couples qui pensent, qui arrivent, voilà, qui pensent à la sexualité et qui arrivent à la cinquantaine plus, hein, qu'est-ce qui change pour eux? Déjà, on parle souvent de ménopause, andropause. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est et comment ça peut ou comment ça impacte la sexualité? Bah, déjà, c'est vrai que on parle surtout de ménopause, parce que l'andropause, tu vois, même moi, j'ai oublié. C'est juste là, quelques temps, mais je me dis, c'est peut-être, j'ai plus de fatigue, je dors moins. Il y a des phénomènes, quoi. J'ai pu remarquer certains petits phénomènes, mais c'est très léger. Je veux dire, chez Mm. l'homme, et des fois même, voilà, par exemple, chez l'homme, on perd, tu vois, jusqu'à 70, je vois qu'on perd seulement 20% de testostérone, quoi, de 20 à 50%. Bon, Mm. 50% pour ceux qui c'est vraiment. Mais on perd un petit peu, on voit pas la différence, tu vois, dans notre corps. Donc, c'est vraiment pas comparable à ce que, en changement hormonal, que vivent les femmes. Donc, Mm. et c'est souvent ça, c'est la différence à cet âge-là Ouais. qui se crée, je pense, moi, en tout cas, oui.
Oui, je voulais dire, est-ce que quand tu dis justement, on ne voit pas vraiment la différence en tant qu'homme, je pose la question, est-ce que les hommes ne voient pas ces différences parce qu'ils sont peut-être moins connectés à leur corps finalement, et qu'il y a peut-être des différences, des bouleversements, mais qui ne connectent pas forcément à une étape physiologique de leur vie d'homme? Alors c'est possible, j'ai pas creusé la question parce que c'est vrai qu'on sent moins, très souvent, on sent beaucoup moins, on est moins en contact. Moi, je suis de plus en plus, donc c'est pour ça aussi que je le sens. Mhm. Et en même temps, je vois que c'est quand même pas comparable par rapport aux partenaires que j'ai rencontrés ou à mes amis. On en discute beaucoup, on parle librement Oui. de sexualité. Et moi, j'aime parler sexualité parce que je trouve que c'est un domaine qui est encore, je trouve, encore trop tabou ou trop méconnu. Et il y a beaucoup Mhm. de fausses croyances ou de croyances limitantes à ce sujet. Moi, je vois quand même que chez la femme, ça diminue beaucoup, des fois. Pas tout le désir, mais en tout cas, il y a voilà, moins de disponibilité par moment. Il y a vraiment un changement hormonal. Il y a, il y a une plus grande difficulté à la pénétration parfois. Donc, il y a une envie aussi de prendre le temps encore plus, d'aller doucement, de se connecter avec le cœur. Même si dès le début, la femme a besoin de se connecter avec le cœur pour ouvrir son sexe, mais c'est encore plus vrai après la ménopause. Pourquoi c'est encore plus vrai à ton avis? Est-ce que parce que justement il y a cette baisse d'oestrogène et cette difficulté du coup que bah, à la pénétration, puisqu'il y a une baisse d'oestrogène, moins de lubrification et du coup des fois les rapports et puis une atrophie vaginale qui peut Oui. arriver et donc des rapports plus douloureux? Donc, il y a un besoin de plus en discuter pour se sentir comprise, de sentir son partenaire vraiment à l'écoute. Et cette écoute-là va ouvrir le cœur et va ouvrir aussi le sexe et va créer plus de sécrétion. Moi, je connais des femmes qui ont aucun problème de lubrification aussi après la ménopause, hein. Donc, c'est très variable. En tout cas, il n'y a pas de fatalité. Il y a vraiment, pour moi, j'invite vraiment à aller voir un sexologue, même des naturopathes pour trouver des Oui. compléments, des choses pour vraiment garder cette force vitale. C'est un changement physiologique naturel, hein. Oui, C'est naturel. On y passe tous par là quand on a la chance de vivre justement après 50 ans. Et qu'effectivement, comme tu dis, quand il y a ces bouleversements-là, de pouvoir consulter, alors oui, le médecin, mais peut-être des naturopathes et puis des sexologues pour venir de manière holistique prendre en charge tous ces bouleversements-là. oui, Mm. tout à fait. Et tu disais quelque chose d'intéressant parce que c'est vrai que, tu vois, je pense que tu es le premier homme que j'entends qui dit que tu ressens, voilà, tu ressens vraiment ce phénomène d'andropause, que tu le sens dans ton corps, même si c'est moins que bah, tes amis qui sont en ménopause. Et c'est vrai que ça, je pense pour beaucoup d'hommes, c'est inconnu en fait, l'andropause, où ils pensent que c'est peut-être pas tous les hommes. Enfin, c'est vraiment quelque chose aussi, cette déconnexion du monde un peu médical et de ce qui peut se passer dans leur corps, comme les érections aussi. Il y a cette croyance, tu parlais des pannes hein, qui arrivent plus fréquemment à partir de 50 ans, etc. Mais pour les jeunes hommes, du coup, cette croyance que finalement, ça n'arrivera que quand ils seront un peu plus âgés, vers 50 ans, hein, alors que pour eux, ça peut arriver surtout souvent à cause du stress Bah oui, et la performativité, comme tu disais. Mais il y a plein de fausses croyances ou de croyances limitantes vis-à-vis de leur corps aussi. oui. Moi, je pense, moi vraiment, l'andropause, tous les hommes s'en rendent compte quand même, ils le sentent, ils le voient mais ils mettent pas ça sous le compte de l'andropause. C'est vrai qu'ils font jamais le lien, c'est surtout ça. Et où ils veulent pas. Et c'est vrai qu'on en parle très peu. C'est toujours difficile avec les hommes. J'ai que deux, trois hommes avec qui je parle vraiment sexualité, soit des thérapeutes imago ou soit des sexologues. Mais peu d'hommes aiment parler de leur sexualité, puis de leur ils ont l'impression que leur virilité passe par le sexe, alors que je leur explique que moi, j'ai la chance de jamais avoir été stressé par ça. Je ne sais pas pourquoi, malgré mon C'est histoire. une chance, oui. Ben, c'est une chance, c'est-à-dire que pour moi, le plaisir, il n'y a pas besoin d'aller à l'orgasme, par exemple. Il n'y a pas de recherche. Donc, ma tête, elle est tranquille. Je me suis jamais mis de pression. Peut-être que c'est lié aussi pour ça que j'ai pas eu de panne jusque là. Et donc, même là, aujourd'hui, quand j'ai du désir, je peux avoir une panne. C'est là que je me suis rendu compte. C'est-à-dire même avec du désir pour ma partenaire, où je sens mon cœur ouvert, où je sens, et puis des fois, ben non, rien. Donc, on en rigole. À partir du moment où moi, je l'accepte, et puis j'ai la chance d'avoir des partenaires où on parle beaucoup, donc elle l'accueille aussi, et le fait d'être accueilli, Ouais. ça aide. Parce que bien sûr, Mhm. ça me blesserait si j'avais des remarques ou bien ou des reproches là-dessus, alors que je Mhm. peux rien y faire, quoi. Je me sentirais impuissant pour le coup. Le mot impuissant, Oui. hein, il vient vraiment de là. Ouais. Donc, il y a vraiment, pas grave, il n'y a pas besoin d'aller la pénétration n'est pas une obligation. Il y a plein d'autres façons.
même dans les stages, on parle de pénétration molle, tu vois. C'est un peu pas très beau comme terme, je trouve, pénétration molle. Mais C'est quoi? C'est de pénétrer, du coup, pas attendre qu'il y ait forcément une érection pour commencer déjà une pénétration? c'est ça, c'est juste même en exercice, on se donne rendez-vous à un moment donné, et puis on se met allongé, on se met dans une position où on peut se clipser, tu vois, ça fait un clip. Il y a une position pour celle-là, hein, et on prend même son sexe avec deux doigts, avec le pouce et l'index, et puis on le prend et on se met compte, on se met à l'intérieur, juste au bord et même à l'intérieur, et on ne bouge plus. Et on va vraiment ne plus bouger. On peut le faire même pendant la sieste, on peut même s'endormir. Et c'est juste de laisser le sexe faire, sans rien faire. Justement, enlever cette idée qu'il faut faire quelque chose. Oui, Juste, amen. et là, pour les hommes, ça leur apprend à sentir. Alors souvent, ça les met dans l'inconfort, hein. On rit. Mhm. Des fois, il y a le rire, il y a tout, hein. Dans les stages, quand on fait cet exercice-là, il y a beaucoup de rire. Et puis, il y a pas que ça, hein. Il y en a qui vivent d'autres choses. Ouais. Mais Et moi, est-ce qu'il y a de la nudité? Je te coupe justement. Est-ce que justement dans les stages, il y a de la nudité? non, non, ça se fait que dans les Ok, chambres, hein, ça. donc en privé. On n'est pas dans les stages tantra. Les dialogues imago se font dans la salle tous ensemble, avec partage. Les dialogues sur la sexualité, sur le désir, sur les fantasmes, sur plein de choses. Et le reste, tous les exercices se font le reste en chambre. Et donc, dans la chambre, on leur donne 2 heures ou 2 heures et demie. Des fois, on laisse des gros temps hein, quand même. Et voilà, on leur donne des exercices qui sont des exercices sur la sensorialité, la sensualité, l'érotisme, et très peu finalement sur c'est de la sexualité, mais pas de la sexualité comme ils connaissent. On leur demande pas de faire des positions et de tester telle et telle position. C'est juste de pratiquer une autre forme de sexualité. Mais c'est assez incroyable ce qui se passe quand on a les retours. Et dans cette position-là, moi, pour l'avoir vécu, c'était intéressant de voir sans rien faire aussi ce qui se passe, de sentir son sexe gonfler. C'est extraordinaire. Oui, et même pour du coup la partenaire ou le partenaire en face, de sentir en fait finalement le sexe gonflé, la chaleur des corps, cette température, ce point de contact aussi. Comme tu disais, dans cette position, bah, on peut sentir le point de contact, la chaleur entre les points de contact, le corps qui commence à peut-être la respiration qui commence à s'accélérer, ou le battement de son cœur, ou soudainement on a les joues qui deviennent. Enfin, tu vois, tu disais vraiment être dans la réceptivité de ce qui se passe au niveau corporel. C'est ça. Ça nous a... Moi, je trouve que pour les personnes, même je dis les hommes, mais c'est les minimiseurs en général, mais c'est les femmes aussi. Certaines femmes, bien sûr, souvent c'est les hommes on n'a pas appris à sentir. Mais bien sûr qu'il y a des femmes aussi. Puis pour les deux, c'est apprendre à développer leur sensorialité, puis avoir du plaisir autrement que par la sexualité classique, mais aussi autrement que à travers les zones génitales Mhm. et les Oui. zones. Ça me fait penser à quelque chose aussi où en séance, là, tu disais, voilà, les hommes n'ont pas forcément tout le temps appris à ressentir ou à ne pas faire. Et c'est vrai que des fois, on attend des femmes qu'elles disent ce qui leur plaise, de guider, etc. Et moi, souvent, je dis, mais faisons aussi l'exercice pour les hommes, parce que c'est trop simple des fois de demander aux femmes d'exprimer, c'est important, mais de demander aux hommes. Et les hommes vont dire, ben non, mais moi, tout me plaît. Et je leur dis, non, non, c'est trop facile. Il faut aller dans les détails. Et ça, ils sont incapables finalement de dire la manière dont ils aiment être caressés, la manière dont ils aiment, par exemple, une fellation, sentir la bouche, le rythme, les pressions. Ils sont incapables de le faire. Et ils sont incapables de ressentir dans les détails pour pouvoir l'exprimer. Et je pense que ce que tu disais et c'est ce que tu fais, je pense, dans tes stages, c'est super important pour eux, en fait, finalement, d'être dans cette conscience corporelle. Mais exactement. Parce que c'est vrai que les hommes, souvent, ils pensent, et c'est vrai, même moi, je me dis des fois, j'aimerais bien être un homme différent des autres hommes, mais c'est vrai que encore aujourd'hui, c'est plus les zones les zones érogènes sont plus le sexe. Et puis j'ai eu l'impression longtemps que j'avais pas besoin d'expliquer à ma partenaire, bah oui, mais moi, tout me plaît, mais tout me plaît à partir du moment que c'est à cet endroit-là. Mais je pensais pas que dire exactement en détail pour elle se sente aussi, aussi, qu'elle puisse savoir exactement comment, la vitesse, tu vois, la douceur. Puis après, voilà, donc c'est des deux côtés, je suis complètement d'accord avec toi. Et alors, tout à l'heure, tu parlais de terrain de jeu, que la sexualité est un terrain de jeu. Comment transformer la sexualité en terrain de jeu après 10, 20, 30 ans de vie commune? Est-ce que tu as des petites pistes? Mhm. Ben, les petites pistes, c'est vraiment dans moi, je trouve que c'est déjà dans le stage, c'est tout plein d'exercices. C'est vrai que j'ai pas écrit, peut-être ce sera le prochain livre, des exercices là-dessus. Mais c'est aussi de se parler. Parce que quand même si
même si ça ne, comme Esther Perel disait dans son livre, elle, dans l'intelligence érotique, que c'est pas parce qu'on en parle qu'on fait plus l'amour. Mais quand même, je remarque que dans les dialogues, pour les couples qui n'ont pas de problème physiologique, quand on fait des dialogues sur la sexualité, ça crée vraiment un espace et voilà, ça crée déjà de l'énergie. Mais après, ce qui va aider, c'est se donner des rendez-vous. Parce que c'est vrai qu'on peut s'en parler, mais on va pas oser faire le premier pas. Donc, c'est un peu comme les dialogues, c'est toujours la même personne qui fait le premier pas, le maximiseur, donc c'est souvent la femme. Euh, dans la sexualité, même si dans les sexualités, dans les stages, c'est quand même les hommes qui tirent leurs femmes dans les stages parce qu'ils ont l'impression que c'est elles qui ont un problème. Donc, et autant dans la communication, les femmes pensent que c'est plutôt l'homme qui a un problème. Ouais. Et tu peux revenir juste sur, parce que tu as énoncé minimiseur, maximiseur, donc je vois par rapport à ton livre, mais pour les personnes qui du coup ne savent pas ce que c'est. Oui, oui, c'est vrai que maximiseur, c'est à 80%, 90% les femmes. Et parce que c'est maximiseur, c'est celui qui va plutôt, qui a une blessure souvent d'abandon et qui a besoin de sentir le lien. C'est celui qui a besoin de sentir le lien, donc il va tout faire pour parler, il va demander à l'autre de parler de lui, de parler d'elle, de se parler tout de suite. C'est quelqu'un c'est celui qui, maximiseur, c'est celui qui veut parler tout de suite, c'est celui qui donne l'impression aussi d'être on l'appelle la tempête de grêle. C'est-à-dire, ça Oui, tombe d'un coup, c'est tout de suite et ça tombe fort. Il y a beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est plus les tempêtes de grêle. Et c'est surtout quand on est déclenché, hein, parce que moi, vous voyez, je suis assez italien, donc je suis assez, on pourrait croire que je suis un maximiseur. Non, je suis un minimiseur dans la relation. Donc c'est vraiment donc c'est quoi minimiseur? le minimiseur, c'est le minimiseur. Moi, je suis plutôt une tortue. On appelle ça la tortue. Le minimiseur, c'est celui qui va plutôt se fermer, qui a besoin de temps, qui a besoin de silence, qui a besoin d'espace, qui a besoin de se sentir libre, donc qui veut pas trop on vienne trop le chercher trop souvent, qui a besoin qu'on lui lâche la grappe. C'est celui qui va plutôt se fermer. C'est l'ours dans sa grotte aussi. Donc c'est pour ça que c'est plutôt le masculin. Des fois, c'est inversé. J'ai de plus en plus de couples dont cette polarité est inversée. Puis, pas forcément, il n'y a pas forcément un maximiseur, un minimiseur. Il peut y avoir deux minimiseurs, deux maximiseurs. Puis aussi, ça dépend des couples. Ça dépend de moi, le partenaire. Aujourd'hui, je me sens plus maximiseur avec un partenaire. Mais il y a aussi des moments. Il y a des moments dans la vie où des sujets où on va se sentir plus en demande. Donc, le but, c'est pas de se laisser enfermer dans une catégorie. C'est juste pour Oui. comprendre que c'est des comportements différents. Mais quand même, dans la relation, on le voit déjà même sur le corps. Celui qui vient plus souvent chercher, celui qui a envie que ce soit l'autre qui parle, c'est quand même plutôt le maximiseur. Maximiseur, ok. Maximiseur, bah, c'est aussi la personne qui va prendre rendez-vous pour le couple, j'imagine. Exactement, c'est celui qui en a marre de toujours prendre, ah, voilà. Et c'est celui qui dit toujours, mais c'est toujours moi qui, si je prends pas de rendez-vous, de toute façon, lui, il n'en prendra jamais. Je dis lui parce que c'est ça Mhm. que j'entends tout le temps. Et Ouais. c'est ça. Ok. Et donc dans les points, juste pour revenir sur comment on peut transformer sa sexualité en terrain de jeu quand ça fait des décennies de vie commune. Donc tu parlais de parler justement, de communiquer, et ça rejoint ce que tu disais un petit peu aussi de partir de la vérité, de l'authenticité, parce que l'amour se nourrit finalement de cette authenticité qui permet une connexion C'est aussi. ça. De se donner des rendez-vous pour permettre aussi à un autre niveau cette connexion à deux. Et puis quand on prend rendez-vous dans son couple, on met aussi une certaine forme d'intention que le couple est important. Mais c'est ça. C'est des rendez-vous sur agenda. Parce que si on le fait pas sur agenda, ben, ça passe, on va trouver mille autres choses. S'il y a de la peur, parce qu'il y a de la peur on a tellement peur. L'homme a peur d'être castré, la femme a peur d'être rejetée aussi, puis aussi de se sentir pas importante, de pas se sentir, de se sentir un objet. Tu vois, dans la sexualité, il y a plein de défis pour chaque sexe, et c'est vraiment important de se donner comment dire, si on se donne pas des rendez-vous, ben, la peur va prendre le dessus et on va trouver mille autres choses à faire que de mieux ou de plus facile que d'aller là. Et moi, je dis toujours, c'est vrai qu'on a institué, moi j'aimerais participer à ce changement d'hygiène. J'ai envie de parler d'hygiène, même. Il y a une hygiène corporelle, on se lave les dents par exemple, 3 fois par jour. Mais s'il n'y a pas d'hygiène relationnelle, c'est-à-dire de se faire un dialogue par semaine, ça n'a pas une hygiène aussi sexuelle, c'est-à-dire sexuelle, je parle de, quand je dis sexuelle, c'est à la fois sensuel, sexuel, c'est tendresse, tout ça. Mais c'est important qu'il y ait une hygiène, plus de la tendresse même, parce que la tendresse va amener la sexualité. Mais enfin, en tout cas, c'est important qu'il y ait de la tendresse. Pour moi, c'est indispensable qu'il y ait de la tendresse pour aussi qu'il y ait de l'envie sexuelle. Et même si c'est pas Automatique. un passage voilà, au systématique. Mhm. Mais, Mhm. et c'est ça, et si on se donne pas de rendez-vous, comme on se donne rendez-vous, on se donne même plus rendez-vous pour se laver les dents, c'est devenu comme ça habituel, tu vois, on n'y pense pas, ben ça serait Mhm. super que les couples
puisse, dans les générations à venir, voilà, avoir une hygiène relationnelle et aussi sexuelle. Moi, je suis pro rendez-vous et pareil, dans le couple, c'est super important et on sent toute la différence et ça met le couple dans une autre dynamique. Même quand il y a des fois où on se dit: «C'est impossible, on retrouvera pas». Là, par exemple, voilà, j'étais en postpartum, tout est chamboulé, les rythmes de vie et cetera et on se dit: «Bah non, ça y est, la passion est perdue, c'est fini, on se retrouvera plus» et cetera. Même pour les couples qui se disent: «Comment? Je vois pas comment ça peut être possible». Bah, rien que ce petit truc a des grands impacts et finalement on se dit: «Ah mais ouais, en fait, on peut se retrouver comme ça et sentir cette connexion et c'est reparti!» Ouais, voilà, exactement. Mmh, ouais. Vraiment. Et alors, 2 petites dernières questions, mais avant ma question finale, je voulais te poser la question et peut-être en donnant des astuces là un petit peu différentes de ma précédente question, mais pour les couples, du coup, est-ce que tu pourrais leur donner 3 conseils pour réenchanter leur couple après 50 ans, quand ils voilà, après 50 ans, leur vie, pas 50 ans de vie commune, mais voilà, après 50 ans dans leur vie, au niveau de la sexualité? Tu as déjà mentionné quelques pistes, Mmh. peut-être, repenser la pénétration, mais voilà, 3 conseils pour réenchanter Bah, son couple après 50 ans. il y a un truc qui me vient là maintenant, je l'ai jamais dit, je crois encore ça. Mmh. Tu sais, dans le livre, j'ai un exercice qui s'appelle la vision du couple. Dans ma Oui. relation idéale avec toi. Et ben, c'est à 50 ans et même à faire tous les ans pour la renouveler. Tous les ans, à l'anniversaire de mariage, pourquoi pas, ou de vie ensemble, ou au nouvel an, on choisit, ouais. Mais de faire une vision de la relation uniquement sur la sexualité. Dans ma relation idéale avec toi, nous. Chacun fait la sienne, puis après, sur chaque point, il regarde chacun s'il partage ça. Il demande à l'autre, voilà, est-ce que tu partages cette vision? S'il la partage, on en fait un dialogue. Après, en dialogue, voilà, moi, ce que j'entends par là quand je dis ça. Puis l'autre va dire, moi, ce que j'entends par là dans cette même vision. Et on fait une phrase commune et on la note et ça devient notre vision commune. Et ça va permettre déjà de mettre du piment et des nouveautés. Il y a ça. Ouais. Il y a ça, j'aime bien cet exercice et que je conseille à faire vraiment le plus souvent possible, parce que ça change chaque année. Je veux dire, notre vision, qu'elle soit sexuelle ou pas sexuelle, ça change. Mmh. Et je trouve que ça permet de cheminer ensemble et de pas s'éloigner, pas trop s'éloigner à un moment, parce que dans la vie, c'est normal, ça c'est fort. Par moment, on s'éloigne, il y a la naissance d'un enfant, il peut y avoir un travail qui est challengeant ou un changement de travail, des stress, voilà. Et c'est de faire ça, ça permet de revenir sur un chemin aligné ensemble. Ensuite, ça m'a échappé, j'avais un autre truc qui me venait naturellement par rapport à la sexualité. C'est pas, par exemple, j'aime bien le dialogue, il y a un dialogue sur les fantasmes. Et c'est pas Mmh. les fantasmes qu'on a à 20 ans, et c'est pas les mêmes fantasmes qu'on a à 50 ans et après. Mais moi, j'ai un petit exercice aussi avec tous les fantasmes, avec on coche des croix, celles qu'on pense, et puis on les remplit, puis après on les partage. Entre 1 et 5, c'est sur quelle échelle? Et puis de se rendre compte qu'on a les mêmes et on n'ose pas les dire. Mmh. Ça va mettre du piment, ça met de l'érotisme. Ça, forcément, si on parle de choses-là, ça va créer. Quand on parle de fantasme, on a tout de suite chaud, donc ça met du hot. C'est ça. Et on peut, de toute façon, parler, ça ne veut pas dire que forcément on doit passer à l'acte. Il y en a qui sont bien de. Exactement. Et puis on n'est pas obligé de les partager, on partage ce qu'on a envie. Ça, c'est important. Ça, c'est une deuxième chose. Et je pense le voyage, moi, de ce que j'observe aussi quand je demande au couple, il y a le fait de sortir de la maison. Parce que si Mmh. c'est sortir, c'est-à-dire, mais d'aller, oui, comme là, moi je suis, là, là, je suis dans une petite location à Paris, je suis carrément sur une péniche au bord de l'eau, mais c'est carrément magique. Je Ouais, je confirme, c'est vraiment beau, quoi, cette péniche. Ça donne vraiment envie d'y être et on se croirait pas à Paris, Mais quoi. c'est ça, on se croit pas à Paris, et je suis à Paris, et c'est incroyable aujourd'hui ce qu'on peut faire avec tous les sites possibles. Mmh. Et ça aussi, c'est et organiser ça pour son partenaire ou sa partenaire, organiser des petites surprises. Et je vais dans ce sens-là, les surprises, c'est un des langages d'amour, mais peut-être c'est pas le nôtre. Mais il y a 5 langages dans l'amour, donc c'est aussi nos langages changent, c'est se réactualiser. Je l'ai mis aussi dans le livre. C'est ce qui, ça vient pas d'Imagos, ça vient c'est un exercice qui vient Gary des Chapman, 5 oui. langages d'amour de Mmh. Gary Chapman. Ouais. Donc, c'est vraiment de dire au partenaire ce qui nous fait nous sentir aimés, de lui dire, parce que l'autre ne doit pas le deviner, même si ça fait 30 ans, 40 ans qu'on vit ensemble. C'est pas pour ça que notre partenaire doit deviner. Non, quand on est adulte, on doit demander. Deviner, c'est l'enfant. Il n'y a pas besoin de demander à sa mère. Et sa mère, il y a le lien télépathique qui fait qu'il n'a pas besoin de demander, elle va donner. Non, l'adulte, lui, demande. Si on n'a pas eu ça enfant, avec sa mère, ben on va attendre de notre partenaire qui nous donne tout ce qu'on a envie sans besoin de le demander.
Ça, c'est l'enfant en nous. Puis ben, si c'est l'enfant qui parle, on fait pas l'amour avec. C'est un enfant qui parle et un enfant adulte, on fait pas l'amour avec ses parents, hein. Donc, Ça donne pas envie. ça donne pas envie. Un adulte qui parle de ses besoins ou à partir de l'enfant, ça donne pas envie. C'est ça. Et c'est ça, et ça arrive beaucoup dans beaucoup de couples que j'accompagne. C'est aussi ça. Et moi, j'ai pu me reconnaître là-dedans aussi beaucoup. Donc, oui, ça, c'est Ouais. une chose vraiment Ok. importante. Trop bien. Donc, dans les 3 conseils, il y a faire la vision de la sexualité, puisque ça change constamment. Dialogue sur les fantasmes, ça c'est hot. Et tu disais voyage, enfin sortir de la maison et surtout penser, repenser les langages de l'amour au sein du couple pour réenchanter son couple. Les langages de l'amour de l'autre. Moi, par exemple, comme beaucoup d'hommes, j'aime bien rendre des services. C'est comme ça que je montre mon amour. Parce que dire je t'aime à une femme, ça veut rien dire pour moi, parce que ça renvoie à des choses de mon enfance qui n'avaient pas de sens. Donc, ben, j'ai appris, bien sûr, je rencontre que des femmes qui ont besoin d'appréciation positive. Donc, à De force, l'entendre. ben, j'ai appris à dire des mots, puis je vois que ça me fait du bien, puis je vois que je récupère des choses que j'avais mis moi-même dans mon congélateur. Oui, c'est ça l'amour, c'est de réapprendre des nouvelles langues, ben, et voilà, d'être plus complet, de récupérer son entièreté qu'on a perdue enfant. C'est ça l'amour, c'est apprendre le langage de l'autre pour qu'il se sente aimé. Et s'il se sent aimé, ben, il va nous donner encore plus sans qu'on ait besoin aussi peut-être de demander, mais ça va être beaucoup plus un échange, Un cercle vertueux, quoi. Un cercle vertueux comme un on aime. cercle vertueux. Tout à Mm. fait. Et alors, ma question finale, si les gens ne devaient repartir qu'avec une seule chose de l'éducation sexuelle ou de la sexualité, qu'est-ce que ce serait pour toi la chose qui te vient à l'esprit en premier? Ah, mais c'est vraiment ce que j'observe, hein. Même si c'est pas, je l'ai lu dans la littérature, que c'est pas l'essentiel, mais quand même, d'oser dire l'indicible. C'est-à-dire, tout ce qu'on ne dit pas sur ses envies, sur ses limites, sur ses besoins, sur les choses qui nous gênent, tout ce qu'on ne dit pas, c'est ça qui va nous éloigner. C'est-à-dire que systématiquement, les couples n'osent pas en parler, mais ils sont là parce qu'ils n'en ont pas parlé. Et que ça les a éloignés, et qu'ils se sont amputés d'une part de leur vérité, et qu'ils ont amputé leur partenaire d'une part bah, de leur vérité. Ils sont pas vrais. Et la vie en soi, elle s'atténue. On se sent moins vivant, on se sent moins excité, on se sent moins érotisé. Et c'est ça qui éloigne la relation. Donc c'est vraiment, mais pour ça, pour pouvoir le faire, il faut se montrer vulnérable. Et pour se montrer vulnérable, ben, il faut se sentir en sécurité. Donc, je reviens toujours, si pour se parler, le dialogue imago, moi je connais rien de mieux. Je veux pas faire de prosélytisme, c'est vraiment c'est juste que j'ai cherché. J'ai pas d'autre façon de se sentir autant en sécurité, de parler d'un un endroit du cœur et de l'âme. C'est vraiment pour moi le plus bel outil que j'ai connu à ce jour. Et on le sent dans tout ce que tu dis. Ouais. Merci Claude pour les personnes qui souhaitent contacter, participer à tes stages. Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations? Et je les mettrai dans les notes du podcast. Un peu partout, c'est vrai que j'ai soit sur mon Facebook Claude Parizeau Imago, je mets beaucoup de choses là, sur mon site internet Terraneo, même si je le mets pas à jour parce que je fais tellement de choses, tellement de conférences, tellement que parfois, voilà, mais je le fais. Puis sur Facebook beaucoup et sur Instagram, maintenant j'ai quelqu'un qui s'occupe de ma com, donc tout ça vraiment Génial. circule beaucoup. Je mets tout parce que je peux plus suivre moi-même, donc il y a quelqu'un qui s'en occupe. Ouais. Ah bah ça c'est chouette, ça c'est bon signe. Donc je mettrai ton compte Instagram, ton compte Facebook, je mettrai le lien vers ton livre aussi, Réenchanter son couple. Puis chaîne YouTube aussi j'ai une Ouais. chaîne Et YouTube. la chaîne YouTube. Super. Bah merci beaucoup Claude. Je sais que là tu vas partir pour une conférence sur Paris, donc je Ok. croise les doigts pour toi pour que tu t'émerveilles et que les gens puissent apprendre de tout ce que tu vas partager. Et puis merci pour ton temps. Merci beaucoup Camille, c'était vraiment un plaisir. Au plaisir. Voilà, c'est tout pour cet épisode et si vous écoutez ça, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout de l'épisode, donc merci pour votre intérêt, merci pour votre enthousiasme et donc j'imagine que cet épisode vous a plu, a suscité des choses pour vous. D'ailleurs, dites-le moi, qu'est-ce que cet épisode vous a suscité, qu'est-ce qu'il vous a appris aussi de l'intimité de votre sexualité. Laissez dès à présent des étoiles, des petits cœurs sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast ou Spotify, voire même un avis, ça fait toujours plaisir. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à des patientes, à des clients, ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. Nous pouvons bien sûr échanger sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe ou sur ma page LinkedIn Camille Bataillon, où je partage également des informations sexo, alors n'hésitez pas à me suivre.
En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt!